Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 14 juin et voici donc une nouvelle édition. La 15e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe. Le coup d'envoi de ce rassemblement annuel a été donné lundi au Conseil national. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le forum économique organisé à cette occasion par le MEB. Le foyer de l'enfance Princesse Charlène fête ses 10 ans. L'occasion pour nous de nous entretenir avec la directrice de ce foyer. Marie Touvenard-Rappert nous présentera ce lieu d'hébergement qui accueille des jeunes parfois cabossés par la vie. J-1 avant le premier match des finales du championnat de France de basket. Monaco se déplace à Lyon ce mercredi. Le premier de la Roca Team ou de l'Asvel qui remportera 3 matchs sera sacré champion de France. L'été est synonyme de vente aux enchères. En principauté, nous vous présenterons quelques lots d'exception proposés par la Maison Arcurial à l'occasion d'une vente qui se déroulera mi-juillet. Et enfin, nous reviendrons sur le concert donné dimanche à l'Auditorium Régnier 3 par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec la célèbre pianiste Hélène Grimaud. Chaque année, l'un des 7 petits États d'Europe organise une conférence sur son territoire pour promouvoir les échanges économiques et touristiques. Pour cette 15e édition, c'est Monaco qui se fait terre d'accueil sous l'impulsion du Conseil national, à l'occasion de montrer le rayonnement économique international de la Principauté. Un reportage de Julia Vial, Sylvain Péroumal et Alexandre Gougassian. Au programme de cette nouvelle conférence, un forum économique. Et 16 ans après son lancement, ce rendez-vous annuel constitue toujours une belle occasion de renforcer les relations existantes entre les petits pays d'Europe, l'objectif étant toujours d'avancer ensemble. Les petits pays ont un rôle majeur à jouer dans le concert des nations. Notamment, nous pouvons être porteurs de messages, nous pouvons bâtir des ponts. Nous sommes des modèles, je crois, dans la défense du multilatéralisme. Et je crois que voilà, c'est aussi ça notre rôle lorsque nous nous rencontrons. C'est regarder quelle synergie nous pouvons trouver ensemble pour aller de l'avant. Des petits pays, certes, mais qui représentent une énorme puissance économique et politique. Il faut savoir qu'à nous seuls, nous, les petits États, nous représentons plus de voix au Conseil de l'Europe, par exemple, que les plus grands États, que certains des plus grands États. Donc nous pouvons, si nous nous unissons, nous pouvons parler d'une seule voix. Du côté tourisme, nous sommes incroyablement plus puissants que notre taille ne le laisse supposer, puisque du point de vue du tourisme, nous concentrons à nous tous plus de touristes que la plupart des grands États mondiaux. À l'occasion de cette 15e conférence, le Monaco Economic Board proposait à ses membres de rencontrer les dirigeants des chambres des commerces des différents pays présents. Des échanges qui permettent de montrer l'adaptabilité de certaines entreprises monégasques. Et c'est le cas du projet Carlo. La Principauté s'est présentée naturellement comme une véritable ville pilote. Et une ville test. Nous pensons que c'est une ville idéale pour un projet comme Carlo. Et aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir répliquer Carlo dans d'autres villes européennes. Nous avons commencé en Espagne, dans la ville de Valladolid. Et on pense que des micro-États tels qu'Andorre, tels que Malte, Saint-Marin ou Monténégro, qui sont aujourd'hui ici, se présentent très bien pour un projet comme Carlo. Cette conférence des petites nations d'Europe a été créée sous l'impulsion de Stéphane Valéry au siège de l'ONU en 2005. Depuis, ces États ne cessent d'échanger avec panache sur leurs problématiques communes. Un vrai succès. Des présidents de Parlement des petits États d'Europe qui se retrouveront l'année prochaine au Luxembourg. Nous retrouvons Christine Datomel pour un premier point sur l'information. Le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage de la Covid-19. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 12 juin inclus. 1812 tests PCR antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 6 juin dernier, révélant un taux de positivité de 15,2%, soit un taux d'incidence de 467. 467 sur une base de 100 000 personnes contre 347 la semaine dernière. Un beau geste de la part de l'association Monaco Liver Disorder au CHPG. Effectivement, 4 câlinanges ont été offerts au service pédiatrique du CHPG, un dispositif qui permet une réassurance multisensorielle pour maintenir le lien parent-enfant à tout instant, que ce soit par l'ouïe, l'odorat, la vision ou encore par le toucher. Une solution qui permet le maintien de l'équilibre familial, particulièrement pour les bébés hospitalisés et en souffrance. Merci Christinda, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en bref un peu plus tard dans ce journal.
10 ans maintenant que le foyer de l'enfance Princesse Charlène a vu le jour rue Bellevue. Ce foyer dépend de la DASO, la Direction de l'aide et de l'action sociale. C'est le lieu d'hébergement pour la protection de l'enfance sur le territoire monégasque. Et nous sommes avec sa directrice, Marie Touvenin-Rapper. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Le foyer de l'enfance Princesse Charlène vient de fêter ses 10 ans en présence du souverain et de nombreuses personnalités ce mardi matin. Pour commencer, je voudrais que vous me parliez de l'objectif de ce foyer et de ses missions. Alors on a plusieurs missions qui est effectivement la protection de l'enfance dans sa globalité. Après, ça se décline en mission d'accueil d'urgence, en mission d'accueil d'enfants du territoire de Monaco et d'accueil de parents-enfants aussi et de jeunes majeurs. Donc ils sont tous placés sur ordonnance judiciaire. Donc c'est vraiment un travail de collaboration au profit des enfants et de leurs familles. Qui sont ces jeunes? Ce sont des enfants cabossés en quelque sorte. Qui sont-ils? On a toutes sortes de situations, ça peut effectivement des enfants avec des troubles psychiques, des enfants dont les problématiques familiales sont trop complexes pour rester à domicile, des conflits familiaux envers des adolescents, du rattrapage scolaire ou des choses comme ça où c'est un petit peu compliqué pour eux de rester en famille pendant un temps et nous on est là pour les prendre en charge à ce moment-là et pouvoir apaiser la situation entre les familles et l'enfant. Comment ça se passe? Qui décide qu'un enfant doit venir comme ça chez vous ou pas? Ce sont des décisions qui sont prises au départ par la juge tutélaire, mais qui fait ses préconisations avec des enquêtes socio-éducatives qui émanent de la DASO ou des acteurs psychosociaux des écoles. Vous avez combien de jeunes actuellement? Ils ont quel âge à peu près? À l'heure actuelle, on a des jeunes qui vont de 8 à 22 ans et ils sont une quinzaine. Et ce sont des séjours de cours, de longue durée? À l'heure actuelle, on a un placement qui dure depuis 3 mois et puis on a d'autres depuis plusieurs années. On a des jeunes qui sont sortis du foyer après avoir passé une dizaine d'années chez nous. Quelle est l'atmosphère au sein de ce foyer? Ça dépend des jours. Il y a des jours où les enfants peuvent être en crise, il y a des jours où ça peut être plus tendu, mais les éducateurs sont toujours là pour apaiser et proposer un environnement serein pour qu'ils puissent reprendre le chemin tranquillement de leur famille, de leur école et de leur avenir. Vous avez parlé là d'éducateurs, un mot sur l'encadrement, est-ce que vous leur apportez? L'encadrement, c'est 40 personnels à l'heure actuelle au sein du foyer, avec non seulement les éducateurs spécialisés, mais après tous les personnels du foyer font partie de la vie des enfants. Alors à moindre mesure, mais voilà, il y a la comptable, l'attachée, la secrétaire, etc. Et tout le monde connaît les enfants. On essaye de proposer un maximum d'activités collectives qui réunissent tout le monde. Et chacun arrive à proposer à son niveau des activités aux enfants, une prise en charge avec un relationnel particulier pour chacun. Les éducateurs sont entre 4 et 5 éducateurs par groupe et proposent à chacun à leur manière un relationnel différent en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'est l'enfant en face de lui. Et comment vous agissez concrètement? Quels sont vos champs d'action? Nous, on agit vraiment sur le quotidien. On est là, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir les accompagner à l'école, faire les devoirs avec eux, vraiment prendre le relais des parents pendant ce moment-là. Mais même pour certains qui n'ont pas forcément de droit de visite d'hébergement en famille, on leur propose aussi des vacances, des séjours d'1 à 10 jours avec les éducateurs pour vivre autre chose avec eux. Ce foyer a donc été inauguré en 2012, cela fait 10 ans oui. maintenant. Vous avez une idée du nombre d'enfants qui ont été accueillis comme ça depuis 10 ans? Vous voyez une moyenne d'enfants de 20 par an, on va dire. Donc vous faites vite le compte, sachant qu'avant que ça soit le foyer Princesse Charlène, c'était le foyer Sainte-Dévote. Donc on existe depuis très longtemps aussi. Vous avez des nouvelles d'enfants qui ont grandi maintenant et qui sont passés par ce foyer? Bien sûr, on a des jeunes majeurs souvent qui demandent la continuité de leur prise en charge au sein du foyer et ça on peut le faire grâce à des appartements qu'on a au dernier étage de notre bâtiment ici, mais aussi à 2 appartements qui sont en ville. Donc on les accompagne pendant un grand moment et la plupart du temps ils continuent à nous donner des nouvelles tout au long de leur âge adulte. Et ces jeunes sont promis à un avenir intéressant, un bel avenir? Ça dépendra de toute manière de leur choix et de leur situation, mais nous on essaye de les amener au plus près de l'autonomie et du relationnel le plus serein possible avec leur famille pour qu'ils puissent justement partir dans la vie active et autonome de la manière la plus optimale. Je le rappelle, donc le foyer de l'enfance Princesse Charlène vient de fêter ses 10 ans. Marie Touvenin-Rapper, merci. Merci à vous.
Sans transition, vous le savez, Monaco s'est qualifié pour les finales du championnat de France de basket. Une phase finale face à l'Asvel, un duel attendu avec un goût de revanche pour la Roca Team après l'échec de 2019. Tout ce qu'il faut savoir sur ses premiers matchs à l'extérieur, c'est avec Yannick Debevert et Sylvain Péroumal. Dès ce mercredi, Asvel et Roca Team se retrouvent au sommet du championnat de France pour ce qui est devenu un classique de ces dernières années. Les Monégasques débuteront donc cette finale par 2 matchs à l'extérieur face à un adversaire qui les a toujours éliminés en play-off. Je dirais que ça met plus la pression sur l'équipe qui reçoit. Hein. On sait que s'ils font les faux pas, la tendance peut vite être inversée. Et voilà, on va faire ce qu'on sait faire depuis toute la saison, ce qu'on a fait si bien et pas de pression pour nous. Ces 2 premières rencontres seront perturbées par une vague de chaleur qui touchera la France cette semaine. Un paramètre important lorsque l'on sait que l'Astrobal, la salle de l'Asvel, est dépourvue de climatisation. Une situation qui rappelle le match 5 des finales de 2019 et qui accentue l'importance de ne pas courir après le score. We should, use our strength. We should think about their weakness. We should be together. We should not complain to the referees. Those things, more matters. Don't give them an easy rebound. Hustle for every ball. This is, hit the free throw shots. All these things matters on the end and in such important, part of the season. Si le staff médical est inquiet quant à l'importance de cette chaleur sur des organismes qui ont déjà encaissé plus de 80 matchs cette saison, la Roca Team abordera cette finale sans blessure majeure. Paris Lee, touché aux côtes, devrait faire son retour. Mike James devrait être libéré de son strap à la main droite. Et enfin, Léo Westerman reste disponible malgré une cheville fragilisée. There is small things, we have to handle this. We have to, again, like I said, go through the pain and give a best try now. 2 victoires partout, voilà le bilan des confrontations entre Asvel et Monaco cette saison. C'est désormais une nouvelle page de la rivalité entre ces 2 clubs qui s'ouvre ce mercredi. Coup d'envoi prévu à 20h30. Et après ces 2 matchs à l'extérieur, sachez que Monaco reviendra jouer à Gaston-Médecin pour la 3e manche, lundi 20h30. La billetterie est déjà ouverte. Christinda, ce dimanche a eu lieu la nouvelle édition de la Coupe Prince Albert II de taekwondo. Oui, une manifestation très orientée sur les enfants avec un système de compétition assez novateur. Il s'agissait d'un tournoi amical réunissant tous les jeunes sportifs des clubs de la région. Les taekwondoïstes en herbe et leurs accompagnateurs ont pu participer à la Coupe du Prince Albert II, un rendez-vous qui présentait des combats artistiques individuels ou encore en équipe. Au programme, des coups de pied sautés, d'habileté ou encore de rapidité, mais aussi des coups de poing de vitesse. Et puis le prochain Tuesday Live Session aura lieu le jeudi 23 juin au Grimaldi Forum. Effectivement, et c'est sur la route du blues rock que nous emmènera le quatuor Babel Blues. Comme son nom l'indique, la Porte du Blues est un groupe de rock psychédélique marocain qui s'inspire des traditions gnawa et hassani, alliant rock, musique actuelle et musique populaire marocaine. Les chansons de ce quatuor franco-marocain donnent envie de se lever et de danser. Alors surtout, retrouvez-les le jeudi 23 juin au Grimaldi Forum dès 18h30. Et nous y serons pour enregistrer votre émission musicale Backstage. Arcurial reprend ses quartiers estivaux sur la Riviera. Des rendez-vous à ne pas manquer pour les collectionneurs de l'eau rare, avec plusieurs ventes aux enchères prévues au mois de juillet. Julia Vial et Lionel Bernardi sont allés à la découverte de ces lots d'exception. Cet été s'annonce scintillant sur le rocher avec des pièces proposées aux enchères par Arcurial, des lots de bijoux, de montres, de sculptures et de bandes dessinées qui recèlent bien des trésors. Cette année, on présente quelques très belles ventes. Donc, évidemment, autour de l'horlogerie, des bijoux, les sacs Hermès, mais aussi Monaco Sculpture, très important. Maintenant, depuis 3 ans, ça sera la 3e édition cette année. Et aussi, un peu exceptionnel, un ensemble de très beaux aquarelles et œuvres de Enki Bilal, célèbre auteur de bande dessinée. Arcurial va d'ailleurs proposer aux acheteurs une collection unique, restée cachée plus de 40 ans dans un coffre. Elle s'appelle The Sparkling Collection. C'est une collection privée, de particuliers, 70 pièces d'œuvres, de montres de dames. Et on espère remporter un beau succès avec cette offre.
Ces laureats seront présentés lors d'une exposition publique à l'Hôtel Hermitage du 15 au 21 juillet. Ils seront ensuite proposés lors de différentes ventes aux enchères. La première débutera d'ailleurs le lundi 18 juillet. Ce dimanche, en fin d'après-midi, la célèbre pianiste Hélène Grimaud a joué avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un moment musical qui a séduit le public monégasque. Reportage de Juliette Rappert. Salle comble ce dimanche à l'auditorium Régnier 3 pour Hélène Grimaud, venue pour un concerto pour piano et orchestre en la mineur, opus 54 de Robert Schumann, le romantisme exacerbé. Née à Aix-en-Provence en 1969, elle est revenue le temps d'un concert sur la Côte d'Azur. C'est toujours un plaisir particulier de revenir dans cette région qui est splendide. Et c'est un baume pour l'âme, on arrive avec cette lumière, cette beauté qui vous entoure comme ça. Et puis après aussi la gentillesse, la générosité des gens qui ont le plaisir de retrouver l'orchestre avec lequel j'ai eu une histoire depuis comme ça maintenant 25 ans. Donc on se sent chez soi. Admise au Conservatoire de Paris à l'âge de 13 ans, premier prix de piano en 1985, Hélène Grimaud est une star dans le monde classique et le public monégasque était ravi de pouvoir voir ou revoir cet artiste de renom. C'était magnifique. Pour moi, c'était wild. It was wild. It was so much energy. It was unbelievable. She is a genius. Et elle est magnifique, cette jeune femme. Elle joue tellement bien. Formidable. Je la connais de longue date, je ne suis pas déçue. Absolument merveilleux. J'étais très impressionnée par sa puissance et sa douceur aussi. Standing ovation pour cette grande pianiste venue terminer sa tournée de 5 semaines en Europe à Monaco. Prochain rendez-vous avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le jour de la fête de la musique, mardi prochain, à l'Auditorium Régnier 3, 18h30 pour un concert de musique de chambre. Retrouvons une dernière fois Christina pour la météo. Demain, la matinée sera nuageuse, mais quelques éclaircies subsisteront. Le temps se couvrira progressivement dans l'après-midi. La baignade sera agréable également, puisque l'eau de mer sera à 24 degrés. Côté température, comptez 22 pour les minimales et 29 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h15. Demain, nous fêterons les Germaines. Ils figurent parmi les meilleurs rugbymen de la planète et sont actuellement en principauté pour préparer un match face aux 15 de la Rose ce dimanche en Angleterre. Ils sont entraînés par Fabien Galtier, les Barbarians britanniques, composés essentiellement de joueurs du top 14. Ce sont les photos du jour prises par Stéphane Dana. Et sachez que nous reviendrons largement sur cette préparation à Monaco avec notamment Fabien Galtier en invité dans l'édition de mercredi. Ce journal est terminé. Je vous donne rendez-vous sans faute demain à 19h. À très bientôt. Au revoir.